Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui du petit coin. De toute évidence, le Créateur, en concevant l'organisme humain, a compris qu'il valait mieux pour nous que certaines fonctions puissent s'accomplir d'elles-mêmes. Il n'est que trop clair que si on nous avait laissé régenter librement nous-mêmes des fonctions telles que la respiration, le sommeil ou la défécation, certains d'entre nous cesseraient de respirer, de dormir ou d'aller au cabinet. Il y a une foule de gens, et qui ne sont pas tous enfermés dans un asile, qui ne voient pas de raison pour que nous mangions, dormions, respirions ou allions au WC. Non contents de mettre en question les lois qui gouvernent l'univers, ils mettent en question aussi l'intelligence de leur propre organisme. Ils considèrent les exigences du corps comme du temps perdu. Comment passent-ils donc leur temps, ces êtres supérieurs ? Est-ce parce qu'il y a tant de bon travail à faire qu'ils ne voient pas l'utilité de passer du temps à manger, à boire, à dormir ou aller au WC ? Arthur Miller, lire au cabinet. Quoi de plus éloigné en apparence du monde délicat de la vie intérieure que l'environnement trivial des cabinets et autres lieux dits d'aisance ? Mais à y bien réfléchir, les choses sont plus subtiles et les liens plus étroits qu'un regard lointain et condescendant ne pourrait le faire croire. Car tout ce dont la vie intérieure a besoin s'y trouve. Le calme et la solitude, la possibilité de recueillement, l'absence de sollicitations extérieures. Le peuple japonais, dans son grand raffinement, ne s'y est pas trompé. On trouve souvent dans ce pays les toilettes les plus accueillantes et confortables qui soient, dotées d'un abattant de cuvette pouvant être réchauffé, d'un clavier de commande déclenchant des jets d'eau ou d'air agréablement tièdes, voire toute une gamme de sons masquant les bruits inconvenants. Toujours au Japon, les moines des temples zen consacrent un soin particulier à l'entretien de leurs toilettes et à la manière dont ils y séjournent. Il est important pour eux que ces lieux, qui pourraient être les plus sales et les moins présentables, soient au contraire d'une propreté et d'une exemplarité complète. Important pour eux que tous nos sens, odorat, vue, y soient non pas agressés, mais flattés et apaisés. Je vois volontiers dans leurs efforts non pas le désir d'effacer toute marque d'une partie sombre ou honteuse de notre biologie, mais le souci de faire coexister harmonieusement des extrêmes opposés, ceux de l'animalité et ceux de l'humanité. Notre espèce a inventé la guerre, mais aussi le pacifisme. Elle endommage la nature, mais se soucie d'écologie. Et elle transforme des recoins à déjection en lieux confortables, où règne le raffinement de la modernité. Chauffage, lumière et papier moelleux. Voilà pourquoi, à mon sens, il serait bien dommage de ne pas cultiver un art de la vie intérieure au cabinet. Il convient évidemment de ne surtout pas y téléphoner, mais aussi de choisir parfois de ne pas y lire, se contenter de ressentir, de réfléchir, de savourer cet instant de pause loin du tumulte du monde, se réjouir de disposer d'un corps capable de tirer tout seul le meilleur de ce que nous lui offrons à manger et à boire, et d'en restituer ensuite la part inutile. Après tout, notre vie intérieure dépend aussi de ce corps, du soin que nous lui accordons, du bien-être que nous lui permettons. Et puis, nous sommes dans ces lieux en bonne compagnie. Bien des poètes et des philosophes se sont donné la peine de réfléchir et d'écrire sur ce sujet. On se souvient des alexandrins ludiques et réalistes de Musset. Vous qui venez ici dans une humble posture, de vos flancs alourdis déchargez le fardeau. Et de Montaigne, qui rappelait dans ses essais, sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. À demain. Et ne perdez jamais le lien avec vous-même.